Bon, écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour ne pas rééditer l'exemple de la première table ronde. On va faire un petit tour de table rapide sur les différents éléments qui ont été présentés en termes de ville et en termes d'hôpital, et permettre ensuite le débat entre vous et avec la salle. Je voudrais quand même que la salle puisse s'exprimer parce qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être tout à fait utiles de dire au niveau de la salle. Alors, on va peut-être commencer par vous, Christophe Prudhomme, parce que vous êtes un peu au centre de l'actualité. C'est à cause de vous, ou grâce à vous, que les choses se sont amplifiées. Comment vous voyez un petit peu l'évolution par rapport à ce qui est proposé en termes d'organisation des soins? Oui, la crise des urgences, effectivement, est emblématique de tous les dysfonctionnements de nos systèmes de santé. Comme le disait René Friedman, j'étais un peu inquiet jusqu'à son intervention. C'est-à-dire que si on ne traite pas les choses de manière globale, si on continue à séparer la ville de l'hôpital, et si on continue à découper le patient en tranches, on ne s'en sortira pas. Et pourquoi il y a la crise des urgences? Parce que les urgences sont le réceptacle de tous les dysfonctionnements du système de santé. D'un côté, la ville qui souffre, l'hôpital qui n'est plus adapté aux patients. L'hôpital a été formaté avec les ordonnances de 58 pour le patient dans la médecine technicienne, techniciste. Il rentre, il a une maladie, on le soigne, il est guéri, il sort. Et là, on voit bien, on a des patients qui présentent des pathologies chroniques. Donc l'organisation de l'hôpital en service de spécialité, tel qu'il a été créé avec le modèle des CHU, ne correspond plus. Le malade polypathologique, il ne rentre pas dans la bonne case du service de diabétologie, de cardiologie, de pneumologie. Il y a besoin de services spécialisés, hyper spécialisés, mais pour le reste, c'est de la médecine avec une prise en charge globale du patient. Et vous voyez, moi, je me dis, je me présente non pas comme urgentiste, je suis un médecin généraliste avec une compétence d'urgentiste. On a créé trop de spécialités, de sous-spécialités. Aujourd'hui, vous voyez, moi je travaille en Seine-Saint-Denis. Si on ne prend pas en compte le patient avec ses trois besoins physiques, psychologiques et sociaux, on n'y arrive pas. Or, pour être un peu caricatural, j'ai eu récemment un interne premier de la classe, dans les 50 premiers à l'ECN. Et il me dit, le social, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis, mon gars, il va falloir que tu changes de métier, parce que tu vas être malheureux dans la vie. Voilà, parce qu'on ne forme pas les bons médecins aujourd'hui. On ne forme pas les bons médecins et on a un système aujourd'hui très cloisonné qui ne permet pas de répondre aux besoins. Alors pour ne pas être trop long, pourquoi je dis ça, y compris avec le médico-social? Vous voyez, le problème, c'est qu'on a parlé de la ville, de l'hôpital, le médico-social, les EHPAD. Aujourd'hui, les EHPAD, le modèle, c'est fini. On a besoin de maintenir les gens chez eux le plus longtemps possible, et après, on a besoin de les hospitaliser dans des structures qui prennent en charge l'ensemble des besoins. Quand je dis hospitaliser, pourquoi? Parce quand ils arrivent en institution, ils ont besoin de soins. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a les soins de longue durée et les EHPAD. Les soins de longue durée, il n'y a pas l'aspect vie sociale, et dans les EHPAD, il n'y a pas l'aspect soins. Voilà, donc on est dans une impasse, et les patients, ils arrivent à l'hôpital, dans 8 cas sur 10, ils n'ont rien à faire. Donc, on a un problème qui est de savoir quel système de santé on veut et sur quels axes, effectivement, il s'appuie. Il y a deux axes. Est-ce que c'est bien de l'aménagement du territoire, mais de l'aménagement du territoire en prenant en compte ce qu'est le territoire de vie des patients? Est-ce que c'est bien, parce que j'ai vu dans une diapositive, mission régalienne de l'État. Est-ce que la santé est une mission régalienne de l'État pour les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans? Non. Non, puisqu'on a basculé vers le secteur marchand une bonne partie du système. Donc si c'est une mission régalienne de l'État, il faut bien qu'il y ait un service public qui organise tout ça, après, quels que soient les opérateurs, mais que ce soit bien le service public. Et après, effectivement, il faut qu'il y ait un payeur unique, il faut simplifier. Donc la sécurité sociale comme collecteur unique et financeur unique, ça nous paraît effectivement essentiel aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans un système, et pas que la santé, qui devient de plus en plus inégalitaire. Oui, que le patient se prenne en charge, mais attention, encore faut-il aider le patient à se prendre en charge. La prise en charge par le patient, c'est possible en Seine-Saint-Denis et à Versailles, mais pas avec les mêmes moyens. Vous voyez? Parce que le patient qui maîtrise mal le français, qui a de l'illectronisme, comme on dit, eh bien, on peut l'aider à se prendre en charge, mais pas de la même manière que le patient Bac plus 5, qui est bien inséré à la fois socialement et économiquement dans le système. Donc cette question des inégalités, aujourd'hui, elle est essentielle dans le système de santé comme dans la société en général aujourd'hui.
Et c'est ce qui provoque, y compris la crise que l'on vit, et qui est une crise sociale, qui n'est pas qu'une crise du système de santé. Donc la question, je termine là-dessus, c'est est-ce qu'on est bien sur, effectivement, le service public dans les territoires et un financement par la solidarité avec un financeur unique qui est la sécurité sociale, mais un collecteur unique aussi des ressources qui est la sécurité sociale, et non pas dans un système étatisé, parce que le système étatisé type NHS, quand il est financé par l'impôt, il suffit qu'à un moment donné, le régime change, et on a vu ce que ça a donné avec l'arrivée de Mme Thatcher au pouvoir, c'est-à-dire que le NHS, qui était le meilleur système de santé au monde dans les années 70, dès qu'on lui coupe le robinet financier, eh bien, il s'effondre avec des patients qui étaient obligés de, à l'époque, il n'y avait pas le tunnel, mais de prendre le ferry pour venir se faire soigner en France. Jérôme Marty, autre éclairage. Oui, bonjour. D'abord, merci à Frédéric Bizard de m'avoir invité. Alors, j'ai pas pu être là, moi, toute la journée, puisque j'étais retenu par d'autres plateaux. Donc, j'ai pas pu savoir ce qui s'est dit un peu aujourd'hui. Mais, ce qui est certain, c'est qu'on arrive au bout d'un système. On arrive au bout d'un système, on a un système qui s'effondre, et il s'effondre de ses séparations. On a séparé l'hôpital de la ville, on a créé des murs entre l'hôpital et la ville, on a séparé la médecine du financeur, on a séparé le financeur de l'État, puis l'État a mis la main sur le financeur, et on est dans un système qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Donc il est évident que si l'on veut s'en sortir, il faut faire tomber ces murs. Il faut que la ville travaille avec l'hôpital et que l'hôpital travaille avec la ville. On ne doit plus considérer la médecine de ville comme elle était considérée auparavant. On est médecin, et uniquement médecin. Et c'est en ce sens d'ailleurs que, et Christophe le disait très justement, la crise des urgences est symbolique de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on a demandé, nous, à être tout à fait solidaires de l'hôpital, dans ces mouvements sociaux, parce qu'on considère qu'il n'y a qu'une médecine et que aider l'hôpital, c'est aider la ville. Quand on a dit ça, il est évident qu'on ouvre tout un champ, et ce champ, c'est celui de la gouvernance. Je veux dire par là qu'on ne peut pas continuer à avoir une médecine qui est uniquement dirigée par l'administration et donc l'État. Et donc le fait de donner les clés à l'assurance maladie, mais en la rendant indépendante, ou plus indépendante que ce qu'elle est une des solutions. Nous, on va plus loin, on dit que les représentants des soignants et les représentants des patients doivent être intégrés à chaque étage décisionnaire du soin. C'est-à-dire qu'on doit avoir une gouvernance tout à fait tripartite partout et rentrer dans une véritable démocratie sanitaire, ce que l'on n'a pas aujourd'hui. Et on doit donner aux patients notamment les outils de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter que les représentants des patients soient financés à hauteur de 75% par l'État. On doit les libérer de ça. On doit les intégrer à la gouvernance et on doit les rendre indépendants. Les soignants, c'est pareil, ils doivent être intégrés, et c'est exprimé dans les instituts de santé, ils doivent être élus par la profession et intégrés à chaque étage du soin et décisionnaires à chaque étage du soin. C'est une évidence. Deuxième idée qu'on met souvent en avant, on doit libérer les tarifs et les rémunérations des médecins de l'ONDAM. On a un système depuis 1996, depuis que M. Juppé l'a mis en place, qui crée un gap entre la hauteur des rémunérations et le rôle et la responsabilité des soignants, avec un rôle et une responsabilité qui deviennent de plus en plus prégnantes dans la société, tu l'as dit Christophe, avec un aspect à la fois physique, psychologique et social. On a un rôle social qui est de plus en plus important, et on voit bien que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, tout le monde personne n'est rémunéré à l'aune de ce qu'il devrait être, tout ça dans une enveloppe tarifaire qui aujourd'hui ne peut plus correspondre à la réalité des moyens. Donc il faut qu'on arrive sans doute à sortir l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM, de façon à ce que les politiques prennent leurs responsabilités et définissent ce que vaut réellement un soignant, qu'il soit à l'hôpital public ou qu'il soit dans le secteur privé, hospitalier ou en ville. Ce qui est certain, c'est qu'on est face à une révolution, et que cette révolution, c'est à nous de la porter, c'est ce que fait l'Institut de santé, parce qu'on voit bien que les réformes successives auxquelles on se heurte, et j'emploie ce mot à dessein, auxquelles on se heurte, n'ont pas du tout pris la mesure de la crise.
Aujourd'hui, on nous propose des coopératives professionnelles, territoriales de santé, enfin des communautés, mais je dis coopératives parce que c'est des coopératives, ni plus ni moins, des assistants médicaux pour aider les médecins et en leur demandant d'augmenter le nombre d'actes. On les rend responsables de territoires de santé, c'est-à-dire responsables de territoires, alors même qu'ils ne sont pas responsables de l'état des territoires ou de ce que sont devenus ces territoires. Enfin, on se défausse sur eux sans leur donner les moyens de faire de la qualité. Donc il faut reprendre le système à l'envers, et c'est un peu ce que vous faites, reprendre le système à l'envers et donner à la fois aux soignants, aux patients et à l'administration, en tout cas à la sécurité sociale et à l'assurance maladie, la capacité d'être décisionnaire et non plus d'être juste des outils qu'on utilise pour faire marcher le système. Voilà. Philippe Cuc. Bon, alors, on pourrait dire beaucoup de choses. Moi, j'avais envie de partager avec vous deux choses qui me touchent aujourd'hui pour vous dire le malaise que nous ressentons, nous, les soignants. Moi, je suis chirurgien vasculaire à Toulouse et je vais prendre deux exemples. Tout ça pour illustrer quand même la nécessité de la gouvernance médicale. Le premier exemple, c'est qu'en 2015, un décret est sorti, pondu par les services du ministère, la DGOS, sur une idée qui est pas mauvaise, qui est une idée de valoriser le métier d'infirmière de bloc opératoire, dite IBOD. Et on a donné, par ce décret, dans une espèce d'absence de concertation totale, des actes exclusifs aux IBOD. Et depuis 2015, comme personne n'a accompagné, personne n'a voulu, parce qu'on a fait ça un petit peu en catémini dans le ministère de la Santé, on se retrouve au 1er janvier 2020, c'est-à-dire dans quelques jours, avec un blocage complet de nos activités opératoires, puisque dans les blocs opératoires en France, il y a plus de 10 000 infirmières qui sont des diplômes généraux, qui ne sont pas des IBOD, parce que, bien sûr, la formation n'a pas suivi, parce que les moyens n'ont pas suivi, et nous nous retrouvons donc dans une situation de blocage depuis 4 ans. Et en janvier 2020, malgré les recours, le Conseil d'État, etc., la sanction tombe. Voilà. Alors, voilà l'exemple typique de l'anomalie administrative, d'une incurie administrative qui est terrifiante parce que ça met le chaos au sein des soignants, alors les infirmières IBOD, les infirmières diplôme général, les chirurgiens, etc., etc. Ça, c'était le premier exemple de l'absence et ce qu'il faut absolument changer, c'est-à-dire faire participer les gens qui sont sur le terrain, les soignants, dans ces décisions comme ça. Le deuxième exemple, qui est là un exemple plutôt dans le secteur privé. Je travaille dans une clinique qui vient de s'ouvrir. C'est une des dernières cliniques de France construites, qui appartient maintenant à un groupe financier. On a travaillé 6 ans avec des réunions mensuelles pour offrir au territoire de santé un système de chirurgie ambulatoire que nous souhaitions performant. On s'est beaucoup investi dans la chirurgie ambulatoire, qui nous paraît très important dans la qualité, dans le progrès pour les patients. Et au bout donc la clinique a ouvert, et on a ouvert un service d'ambulatoire ultra moderne sur le modèle suédois. Alors on a beaucoup parlé du modèle suédois, et de temps en temps je suis un peu critique. Vous savez, en open space, c'est-à-dire que les patients ont 3 mètres carrés dans une espèce de boîte, on appelle ça les cocoons, avec un rideau, et ça fait à peu près 1,90 m en hauteur. Voyez ? Et vous imaginez ça sur, je ne sais plus exactement, 2 mètres carrés, et là, vous avez tous les patients en ambulatoire.
On avait bien sûr, on s'était opposé à ça, nous soignants, infirmières, médecins, chirurgiens, etc. Et puis non, l'administration, qui dans un souci, alors je ne sais pas, de modernité ou de rentabilité peut-être, on a dit on va faire open space, vous voyez. Voilà. Et là c'est une catastrophe sanitaire, parce que tout le monde entend tout. Vous imaginez, voilà. On n'a pas de sécurité, parce que s'il faut intuber un malade dans un bloc de 3 mètres, on ne peut pas passer par derrière. On ne voit pas, parce que l'éclairage est un open space, donc vous imaginez cet éclairage réduit dans les 3 mètres. Voilà. Alors je pourrais en écrire des livres, mais voilà 2 exemples où actuellement les soignants, c'est-à-dire ceux qui quand même prennent en charge la population, se découragent aujourd'hui parce que des décisions sont prises sans eux, sans leur avis, et ça dégrade énormément le système. Voilà, je m'arrêterai là. On va revenir après sur ces exemples. Marianne Sinaud, donc vous êtes la présidente des internes. C'est cela. En médecine. Tout à fait. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir de partager sur ce débat-là. Je pense que, tout d'abord, la réorganisation du système de santé, on en est tous convaincus, c'est un enjeu majeur, notamment pour l'accès aux soins. Les internes rencontrent ces problématiques en stage au quotidien. C'est pour ça qu'on porte des solutions concrètes pour les années à venir qui s'inscrivent dans les propositions qui sont faites dans ce programme de refondation du système de santé. Il est urgent de revoir ce système, effectivement, parce qu'on a pu voir cet été, au cours des débats sur la loi santé, que la pédagogie de la formation des internes a été menacée pour répondre aux problématiques d'accès aux soins. Et mélanger formation et accès aux soins est très dangereux. Il est nécessaire aussi de revoir ce système de santé pour le centrer autour du patient, de son parcours, optimiser les prises en charge et utiliser les compétences de chacun au mieux et apporter une réponse durable en développant des soins de ville à l'échelle du bassin de vie, comme a pu le dire Olivier Saint-Lary. Et c'est là, je pense, que la formation est un levier majeur pour répondre à cette problématique. Les médecins de demain, qui sont actuellement en formation, composeront le système de santé de l'avenir. Donc c'est avec eux qu'il faut repenser cette organisation. Et je pense que si on veut refondre le système de santé, il faut aussi adapter la formation. Cette réorganisation, elle passera par le développement de l'interprofessionnalité, le développement du numérique, d'un réseau efficient sur le territoire. Elle passera aussi par le renforcement du lien ville-hôpital, de la place des hôpitaux de proximité, et aussi, et je dirais surtout, par une amélioration de l'attractivité de la médecine générale et de l'exercice libéral, et qui passera par le développement de la recherche en soins primaires. L'attractivité de la médecine générale et de l'exercice libéral, il est très important parce qu'il ne faut pas le nier, la médecine générale peut encore souffrir d'une image qui peut être négative auprès des étudiants en médecine. Il est très important de leur faire découvrir toutes les facettes de l'exercice, qui est un exercice qui est très beau. Déjà, je pense qu'on peut leur faire découvrir l'interprofessionnalité. Le patient, il navigue dans un parcours de soins. Il nous faut apprendre à travailler ensemble au profit du patient, justement. Et pour développer cet exercice en interprofessionnalité, il est nécessaire d'organiser un partage, une délégation de certaines compétences entre les différents professionnels de santé. Et le partage de ces compétences, ça permettra d'optimiser les soins aux patients en assouplissant les recours aux différents professionnels et en permettant de s'adapter à l'offre de soins du territoire. Il faudra donc favoriser la mise en place des équipes de soins primaires, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des pôles de santé ou des communautés professionnelles territoriales de santé qui favoriseront le travail en interprofessionnalité à l'échelle territoriale. L'articulation et le lien entre ces différentes structures doit également être développé toujours avec souplesse dans leur organisation, qui doit se faire en fonction du territoire concerné. Mais l'interprofessionnalité, elle doit être développée dès la formation, car ce mode d'exercice n'est inné pour personne. Pour ça, on porte notamment avec
avec l'ANEMF, l'association des étudiants en médecine que représente Romain, le développement d'hébergements territoriaux en santé qui permettront de faciliter les stages dans les territoires en proposant aux étudiants un logement, mais aussi et surtout la découverte des exercices professionnels des uns et des autres. Ensuite, cette interprofessionnalité, elle est possible avec un développement du numérique. Il faut développer des techniques de communication qui utilisent des outils numériques comme le dossier médical partagé ou l'espace numérique de santé pour coordonner les actions des professionnels et permettre et faciliter l'échange et le partage d'informations afin d'améliorer et d'optimiser les prises en charge. Ça passera donc, ce que je disais, par le développement d'outils connectés qui sont interopérables, basés sur un réseau numérique Internet ou téléphonique, bien développé sur l'ensemble des territoires, parce qu'on a encore des zones où c'est compliqué de se connecter. Et en 2019, il faut sortir de ça. Je pense que aussi l'outil numérique va permettre d'améliorer le lien ville-hôpital, qui est nécessaire pour la bonne prise en charge des patients et qui évite les ruptures de suivi. Et le lien ville-hôpital sera forcément repensé par le développement des hôpitaux de proximité, qui sont des acteurs de soins primaires et une interface privilégiée dans les territoires. Ensuite, on l'a dit cet après-midi, je pense que la découverte de la médecine générale et des soins en ville passera par une sortie de la formation hospitalo-centrée qui existe aujourd'hui, et ce, dès le 2e cycle. Il est important, voire primordial, de faire découvrir la médecine de ville dès le 2e cycle. Ça passera par le développement de stages ambulatoires pour les étudiants de 2e cycle, mais ça pourra se faire qu'en recrutant encore des maîtres de stage dans les territoires. Et il faudra aussi permettre le développement de stages dans les hôpitaux périphériques. Ensuite, j'ai bientôt fini. Un petit catalogue, absolument. Je pense que le développement des soins de ville aussi et l'attractivité de la médecine générale, elle passera par le développement de la recherche en soins primaires. J'en réfère au carré de White pour défendre la nécessité du développement des projets de recherche en soins primaires qui seront réalisés par des acteurs de soins primaires de toutes professions confondues. Mais pour ça, encore une fois, il sera nécessaire d'attribuer des fonds au développement de programmes ambulatoires de recherche clinique en parallèle des programmes hospitaliers de recherche clinique et de développer des chercheurs de soins primaires qui pourront exercer et pratiquer dans des centres de recherche de soins primaires comme des maisons de santé professionnelles universitaires ou des centres de santé universitaires. Mais encore une fois, pour ça, il faut aussi sensibiliser et promouvoir la recherche auprès des étudiants en médecine et faciliter la réalisation de cursus de recherche dans leur formation. Voilà, ensuite, je vais laisser la parole aux autres, je pourrais... Oui, voilà, Olivier Saint-Lary, ça va, vous adhérez à tout ça? Tout va bien? Bon, on retrouve en effet un certain nombre de choses. Allez, on termine le tour de table avec Romain Lévézy. Donc, les étudiants. Alors, est-ce que les étudiants vont avoir demain enfin un exercice plus facile? Tout à fait. Merci beaucoup déjà de me donner la parole, de donner la parole aux étudiants. Je ne reprendrai pas ce qu'a dit Marianne Sino et avec lequel nous sommes d'accord. Refondre le système de santé, ça démarre par refondre les études de santé, ce qui est actuellement en train d'être fait. Malheureusement, on constate, avec la réforme du 1er cycle, un manque d'ambition affiché du gouvernement. L'année dernière, le président Emmanuel Macron déclare une réforme qu'il veut réellement transformante. Le décret et l'arrêté sont sortis aujourd'hui. Ce matin même, la ministre en a parlé. Ce qu'on constate, c'est une perte d'ambition. Les étudiants, le système ne change pas réellement. Les étudiants seront toujours sélectionnés. Alors soit, on a fait quelques mesures qui camouflent un peu plus cette sélection. La finalité reste la même. Il y a certes moins de gâchis humains qu'avec la PACES. C'était compliqué de faire pire. La réforme du 2e cycle, quant à elle, est en bonne voie. Elle avance bien, et comme l'a dit Marianne, il faut pousser les initiatives que nous proposons, notamment la charte d'hébergement des étudiants en santé dans les territoires, qui permettra de une meilleure découverte des territoires, et de deux, une meilleure découverte
des étudiants les uns les autres. Quelle profession? Comment travaillent-ils? Qui sont-ils? C'est cela qui va les faire avancer. Cela permettra un meilleur accès aux soins par une bonne connaissance des différents rôles et donc la possibilité d'une rédaction d'un projet médical d'établissement interprofessionnel réel. Ils sauront chacun les rôles qu'ils ont et pourront donc fonctionner en synergie. Pour finir, j'aimerais rappeler que le 31 octobre, la NEMF a révélé les chiffres d'une grande enquête qu'elle a menée sur la précarité ainsi qu'un état des lieux du respect des droits de l'étudiant hospitalier. Le constat est accablant. Pour ne citer qu'un seul chiffre, qui est l'un des plus criants, plus d'un étudiant sur 3 en médecine saute au moins un repas par mois pour des raisons financières. Comment pouvons-nous étudier dans ces conditions-là? On nous dit de remettre l'humain au centre du système de santé. Ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est remettre le patient au centre du système de santé. Mais les soignants ne sont-ils pas aussi des humains? Il est important de rappeler cette place-là et de respecter les droits des étudiants, les lois sur le travail, qui ne sont actuellement pas respectées. Comment expliquer qu'un étudiant puisse faire un examen un lendemain de garde qui est bien entendu obligatoire? Ce que nous souhaitons donc, au-delà de refondre le système de santé, c'est un réel respect des droits des étudiants, mais aussi de tous les professionnels de santé en général. Et c'est conscient de ça que la NEMF et tous les étudiants en médecine de France ont décidé aussi de se mobiliser le 14 novembre aux côtés de tous les professionnels de santé afin de porter une réelle refondation du système de santé. René Friedman, un petit mot, peut-être? Non, après tout ce que vous avez entendu? Non, ça va, vous avez Olivier Salary également. Bon, et bien alors on en reste là. On vous remercie, on vous applaudit. Et on va passer à la dernière table ronde.